très loin. Ça passe. Je pense que dans l'autre mare, il y a moyen que tu finisses à l'eau en plus. C'est fini Pour de vrai. en plus. C'est parfait. Pourquoi il y a moyen que je finisse à l'eau? Parce que les berges sont beaucoup plus abruptes que la précédente. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on part à la découverte des libellules. Je suis donc avec Adrien Simon. Je travaille au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie et j'étudie les insectes, plus particulièrement les libellules. On parle d'une manière générale des libellules, mais si vous les avez déjà observées, je suis sûre que vous avez déjà remarqué qu'il y avait différentes tailles. Et en fait, le groupe s'appelle les odonates. Dans le groupe des odonates, on a deux sous-groupes, les demoiselles d'un côté, donc qui sont plutôt petites, plutôt fragiles, qui vont voler doucement, et puis ce qu'on va appeler les libellules vraies en fait, de l'autre côté, qui sont des individus plus gros, souvent plus puissants, plus rapides. C'est un des plus anciens groupes d'insectes, on les trouvait déjà avant les dinosaures, donc c'est une petite particularité, et à l'époque elles faisaient jusqu'à 70 cm d'envergure, donc c'est absolument énorme. Aujourd'hui, les plus grosses libellules font une vingtaine de centimètres, on les trouve en Amérique centrale, et les plus petites ne font que 2 cm, plutôt en Asie orientale. En Europe, la plus grosse fait une quinzaine de centimètres d'envergure. Là, je cherche la présence de larves de libellules, parce que la présence d'une larve de libellule dans la mare, c'est ce qui permet d'attester en fait de sa reproduction. Et quand on fait les inventaires, nous, ça nous renseigne en fait du coup sur le fait que la libellule se reproduit ou pas dans la mare. Ça, c'est une larve de libellule. Au niveau du cycle de vie des odonates, comment ça se passe? Alors les odonates ont deux phases de vie bien différentes. Une phase qui va être aquatique d'abord, qui se passe au stade larvaire, et puis une phase aérienne ou terrestre qui correspond au stade adulte. Ces deux phases sont très déséquilibrées, c'est-à-dire que la durée de vie de la larve est beaucoup plus longue que la durée de vie de l'adulte. Une larve va mettre plusieurs mois à plusieurs années selon les espèces pour se développer, alors qu'une libellule adulte, une fois qu'elle est sortie de l'eau, ne vit que quelques jours à quelques semaines. Donc c'est très déséquilibré. 90% du cycle de vie de la libellule se passe sous l'eau en moyenne. Le passage de la phase larvaire à la phase aérienne correspond à l'émergence. C'est quand la larve va sortir de l'eau en s'accrochant à une tige d'un végétal et que la libellule adulte va sortir de la larve en fait via le dos. En fait, la peau va se craquer, la libellule sort, sèche et la libellule adulte prend son envol. La vraie libellule adulte commence sa vie aérienne et terrestre et la peau de la larve reste accrochée sur le végétal qui lui a servi de support pour l'émergence. On retrouve ces peaux mortes qu'on appelle des exuvies. Donc elle est juste là. Et du coup, la reproduction, ça se passe comment? Alors ça se passe de manière plutôt violente en fait chez les libellules, c'est-à-dire que lorsqu'un mâle repère une femelle, en fait le mâle a tendance à se précipiter un peu sur la femelle, parfois même plusieurs mâles, et c'est à celui qui sera le plus rapide ou le plus puissant, et dans ce cas-là le mâle attrape la femelle avec l'arrière de son abdomen par la tête. Donc la femelle est maintenue par la tête, voilà, au niveau de l'arrière de l'abdomen du mâle. Et là se forme ce qu'on appelle un tandem. Donc on a deux libellules accrochées, le mâle devant, la femelle derrière. Et là la femelle va, dans la plupart des cas, envoyer des signaux comme quoi elle accepte la reproduction. Donc elle va recourber son abdomen, elle va venir entrer en contact avec celui du mâle. Et à partir de là, on va avoir la formation d'un cœur copulatoire. Puis après la reproduction, évidemment, on a la phase de ponte qui se fait dans l'eau. Et donc là, en général, la femelle
accompagné ou pas du mâle, c'est pareil, ça dépend des espèces, retourne sur des points d'eau et pond ses œufs. Donc les libellules ont beaucoup de prédateurs, mais sont elles-mêmes des prédateurs. C'est-à-dire qu'une libellule, à tous les stades de son développement, que ce soit une larve ou un adulte, va consommer d'autres proies. Les libellules adultes sont de formidables auxiliaires dans la mesure où en fait elles vont capturer énormément de petits moustiques, de petits moucherons qui vont voler au-dessus des mares. Et en général, plus tu as de libellules dans une mare, moins tu es embêté par les moustiques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand on observe les libellules, on peut remarquer qu'il y a différentes couleurs. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est différentes espèces? Ce serait beaucoup trop facile si une couleur correspondait à une espèce. Dans la réalité, les mâles peuvent avoir une certaine couleur et les femelles de la même espèce peuvent être d'une couleur différente, jaune et bleu par exemple. Et puis on a aussi un changement de couleur en fonction de la maturité de la libellule adulte. C'est-à-dire que quand les libellules émergent juste après la phase larvaire, elle ne va pas avoir la même couleur qu'une libellule qui a déjà vécu 5, 6 ou 10 jours. Donc au fur et à mesure que la libellule va vieillir, elle va aussi changer de couleur. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, et en fait on a plusieurs couleurs pour une même espèce. Va-t-il tomber? Va-t-il prendre l'eau? Donc est-ce que les libellules sont protégées ou en déclin dans la région? Alors ça dépend des espèces. Certaines espèces sont protégées, comme la grillon de mercure et la cordulie des andouillettes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi l'autre? La cordulie à taches jaunes. Ah, j'avais bon pour Mais le oui, premier cordulie, terme. c'était bon. Ouais. Alors, on a des espèces protégées en France, la grillon de mercure par exemple, ou la cordulie de l'andouillette, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Donc c'était bien. Les autres espèces ne sont pas forcément protégées, mais on en a quand même qui sont en déclin. Environ 25% aujourd'hui des espèces en France sont menacées de disparition à plus ou moins court terme. Donc on a 90 espèces de libellules environ en France, dont un quart sont sensibles. Voilà. Comme tu termines toujours tes interviews comme ça, je vais anticiper. On peut agir en faveur des libellules à notre niveau quand même. Alors, la première chose à faire évidemment c'est de préserver leur habitat. Les libellules sont vraiment liées aux zones humides, elles passent 90% de leur vie dans l'eau, donc il faut vraiment protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques, les zones humides de manière générale. Et puis à une échelle peut-être un petit peu plus locale, si on a un bassin chez soi par exemple, eh bien on peut essayer de l'aménager de manière à ce qu'il soit le plus naturel possible, c'est-à-dire laisser un petit peu de végétation pousser à la fois dans l'eau mais aussi en dehors de l'eau pour que les libellules puissent aller trouver des proies et se nourrir dans ces herbes-là. Éviter surtout d'introduire des espèces exotiques, les poissons, les tortues et les nénuphars, toutes ces choses-là peuvent vraiment dégrader la qualité de l'habitat et provoquer la disparition de certaines espèces. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette vidéo? Coprophage. Coprophage. Ok. Barbecue. Camoulox. Bousier. Adrien est spécialiste du bousier et du coup il me propose de faire un prochain épisode sur ces espèces de petits scarabées. Oui, des petits scarabées, oui, qui mangent du caca. Qui mangent du caca? Et oui. D'accord. Charmant comme bête. Est-ce que ça vous intéresse? Une vidéo sur le bousier qui mange du caca et du coup je suppose que tu vas mettre les mains dedans? Oh, on pourra, oui. Ok, ça peut être très drôle. Donc dites-moi tout ça et moi comme d'habitude je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour préserver tous ensemble cette belle biodiversité et je vous dis à très vite. Le naturaliste dans son habitat naturel se cache pour faire caca.